Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire de l'innovation, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte Duval et je suis chargée d'accompagnement des entreprises chez Laval Mayenne Technopole. Notre mission chez LMT, c'est d'accompagner l'innovation et les projets d'innovation sur le territoire de la Mayenne, que ce soit auprès des porteurs et porteuses de projets de création d'entreprises, des startups, des entreprises établies sur le territoire ou des collectivités. Et une partie importante de notre mission est de diffuser l'innovation, les méthodes et bonnes pratiques pour donner envie, pour permettre à un maximum d'entreprises et d'acteurs économiques de se rendre compte qu'il est possible d'innover et qu'il existe des outils et méthodes à la portée de toutes et tous. Pour participer à la diffusion d'une culture de l'innovation sur le territoire, nous organisons le programme des matinées et webinaires de l'innovation tous les deuxièmes mardis du mois, avec soit une matinée en présentiel, sous la forme d'un atelier pratique ou de témoignage, ou soit comme ce matin, avec un webinaire. Et ce matin, la thématique que l'on vous propose d'aborder, c'est celle d'une méthode pour mener vos projets d'innovation. Et puisque c'est un sujet du moment avec des outils qui offrent des opportunités intéressantes, nous allons croiser cette méthode avec des outils d'intelligence artificielle qui peuvent vous permettre soit d'aller plus vite, soit d'aller plus loin, soit d'aller différemment dans la conduite de vos projets. Et avant de commencer, j'ai envie de vous poser une petite question. À votre avis, quel est le point commun entre ce passage appelé chemin du désir, créé par le passage répété de personnes au travers de cet espace vert, l'A380, fleuron de l'industrie aéronautique française, l'un des plus grands avions de ligne, et cet article de presse annonçant l'échec de l'implantation d'Ocean Drive en Mayenne? Alors, quel est le point commun entre ces trois photos? Le point commun, c'est que ce sont des échecs. La première photo, c'est un échec de la conception de cet espace. On peut imaginer qu'il n'avait pas été anticipé que les personnes étant pressées de rentrer chez elles ou chargées en revenant des courses n'auraient pas envie de suivre le trottoir et préféreraient couper par l'espace vert. Sur la seconde photo, on voit l'A380 qui n'a finalement pas rencontré le succès escompté et dont la production a été arrêtée car il était surdimensionné par rapport aux infrastructures existantes. Et enfin, sur la troisième photo, la tentative d'implantation d'un Ocean Drive sur un territoire où Auchan n'est pas présent et où la population ne connaît pas la marque et n'avait donc pas l'habitude d'acheter ses produits auprès de cette marque. En gros, sur ces trois photos, les besoins et habitudes des usagers n'ont pas suffisamment été pris en compte. Quand on oublie l'usager, c'est l'échec assuré. Et donc la question que l'on peut se poser, c'est comment s'assurer que la solution que j'imagine, que ce soit un produit ou un service, comment s'assurer qu'elle répond ou répond toujours à un besoin réel. Et pour cela, je vous propose de mettre l'usager au cœur, avec ce que l'on appelle la démarche centrée usager, ou design thinking en anglais, qui est une approche de l'innovation et de son management qui va s'appuyer sur un processus de co-créativité impliquant les retours de l'utilisateur final, et ce, à chaque étape de notre projet. L'objectif est de valider en amont du développement même de la solution l'intérêt des futurs utilisateurs et utilisatrices pour concevoir le projet idéal. Et donc, cette méthode du design thinking, elle n'est pas réservée qu'aux designers. C'est une méthode qui va être à la portée de tout le monde, de toutes les entreprises. Le design thinking, c'est pas une baguette magique, c'est un état d'esprit. Cette méthode est un ensemble d'étapes qui vont s'entrecroiser. Il ne s'agit pas d'un processus linéaire, mais d'une démarche itérative où l'on va pouvoir avancer pas à pas, si besoin revenir en arrière, recommencer une étape ou un ensemble d'étapes pour mener petit à petit le projet. Ces étapes sont au nombre de 5, avec d'abord la phase d'empathie, ensuite la définition du problème, vient l'étape d'idéation, puis le prototypage et enfin la phase de test. À l'écran, vous voyez une représentation que l'on peut utiliser pour montrer le process circulaire et itératif qu'elle va permettre. Pour ce webinaire, le parti pris que je vous propose, c'est que pour chaque étape, je vais d'abord vous la définir dans les grandes lignes, ce à quoi elle sert, quels sont ses objectifs, puis je vais donner des exemples d'actions que l'on peut mener pour les réaliser, et enfin vous donner des cas d'usage d'outils d'IA qui peuvent appuyer ces actions ou en permettre d'autres. Et pour cela, plutôt que de parler dans le vague de manière trop générale, je vais utiliser une entreprise fictive, mais inspirée de cas très réels, pour illustrer et vous permettre de vous projeter concrètement dans chaque étape. Et pour les habitués à mes webinaires, vous allez probablement reconnaître le cas fictif que je vais utiliser, puisqu'il s'agit de l'entreprise Mon Beau Vélo. L'entreprise Mon Beau Vélo, c'est une PME mayonnaise qui se pose beaucoup de questions actuellement pour rester pertinente dans un marché qui évolue. Quelques infos sur l'entreprise, elle est basée à Lassay-les-Châteaux et elle a été créée en 1992.
Elle produit des vélos avec une équipe de 32 salariés et elle allie savoir-faire artisanal et ambition de développement. Ensuite, si on se concentre sur ses produits, Mon Beau Vélo conçoit et fabrique 2 gammes de produits. On a d'abord une première gamme avec des VTT grand public qu'elle va distribuer via des distributeurs spécialisés et ensuite une gamme de vélos haut de gamme avec des VTT et des vélos de route à destination des équipes professionnelles via un réseau d'apporteurs d'affaires. Et donc, comme beaucoup d'entreprises, Mon Beau Vélo a défini ses priorités stratégiques à horizon 5 ans, donc pour 2030. Et ses enjeux, ça va être de se rapprocher de ses utilisateurs pour mieux comprendre leurs besoins, de renforcer la présence en magasin pour développer la notoriété nationale de la marque, ensuite d'améliorer la performance commerciale, surtout côté équipe pro, de poursuivre le travail de digitalisation de l'entreprise et enfin espérer que cela se traduise par un doublement du chiffre d'affaires de l'entreprise. Et donc pour explorer ces enjeux et les actions qu'elle pourrait mener pour les atteindre, l'entreprise a lancé une démarche centrée usager. Première étape, c'est celle de l'empathie. Donc c'est l'étape où on va chercher à aller à la rencontre des usagers, des utilisateurs, que ce soit des utilisateurs actuels ou potentiels, pour comprendre quels sont leurs besoins et leurs attentes, quelles sont leurs frustrations, les irritants qu'ils vont rencontrer sur le terrain. Et l'objectif, ça va être d'établir ce que vos utilisateurs font, pensent, ressentent, disent et vivent, d'aller vraiment comprendre et identifier les besoins et problématiques réelles qui sont rencontrés par vos utilisateurs et utilisatrices. Donc dans cette étape, l'objectif c'est de comprendre les besoins réels, les usages, les comportements des utilisateurs finaux. Et pour cela, on peut imaginer que l'équipe de Mon Beau Vélo aille sur le terrain pour observer et rencontrer des clients. Par exemple, en allant regarder comment les vélos sont présentés en magasin ou comment les usagers et équipes de vente les utilisent, ou encore sur des randonnées pour aller observer comment ils les utilisent et échanger avec les utilisateurs de vélos. On peut également imaginer aller réaliser une analyse des avis clients, puisque Mon Beau Vélo est une entreprise qui existe, donc elle va pouvoir analyser tous les avis qu'elle a déjà reçus, les retours au SAV, pour aller identifier les irritants, les problèmes les plus souvent rencontrés par ses clients. Donc voilà 2 exemples d'actions, pour le coup ici plutôt orientées sur la cible grand public, mais il faudrait aussi imaginer des actions spécifiques pour la cible des équipes professionnelles. Et donc pour ces actions en soi, on peut très bien les faire sans intelligence artificielle, mais avec les différents outils qui arrivent sur le marché, on peut avoir envie de voir ce qu'ils nous permettent de faire, ce qu'ils nous permettent de faire plus. Et donc l'IA ne prend pas votre place, mais elle peut vous faire gagner un temps fou. Et donc, ce serait dommage de ne pas se renseigner sur ce que les outils d'intelligence artificielle peuvent faire, peuvent vous aider à faire. Et donc, on a notamment ce qu'on appelle les IA génératives et notamment les IA génératives de texte. Vous allez voir plusieurs fois ce petit picto pendant mon webinaire pour décrire les IA génératives de texte. Et derrière ce picto, il peut y avoir les différents outils qui existent sur le marché, comme ChatGPT, Gemini, Mistral et compagnie. Ils peuvent tous plus ou moins réaliser les cas d'usage que j'indiquerai. Donc après, ça va être en fonction de vos préférences, de votre usage, que vous pourrez utiliser l'un ou l'autre. Et donc ici, sur la partie observation et entretien terrain, on peut imaginer les IA génératives de texte nous aider à définir des personnages fictifs représentatifs de notre cible, qui vont nous permettre de modéliser les comportements de notre cible et de porter la parole de l'usager tout au long de notre démarche. On peut également nous aider de ces outils pour rédiger les questions à poser, préparer la trame des entretiens, et une fois qu'on en a mené les observations ou les entretiens, les utiliser pour nous aider à rédiger les comptes rendus. Petit exemple que j'ai réalisé en préparant le webinaire, j'ai demandé à ChatGPT de me générer des personas pour ma cible des équipes professionnelles. Et voici ce à quoi ressemble ce qu'il m'a fourni, avec ici un premier persona, Maxime, 38 ans, un ancien coureur pro reconverti en responsable matériel d'une équipe semi-pro et professionnelle. Donc on voit ici que ChatGPT a détaillé la vie perso de Maxime, aussi sa vie pro, ses sources de motivation, quelques infos sur son caractère et ses loisirs, ses objectifs principaux dans le cadre de son métier, ou encore ses défis et ses obstacles. Donc bien sûr, pour obtenir ce format de fiche persona, c'est dans le prompt que j'ai donné à l'outil, où j'ai pu l'aiguiller, j'ai pu décrire ce que je voulais pour que le persona soit le plus complet possible.
Donc je ne vous détaille pas tous les personas que j'ai demandé de réaliser, mais ChatGPT a également généré le persona de Léa, qui est directrice technique, de Théo, qui est coureur professionnel, et de Didier, qui est directeur sportif d'une équipe. Donc 4 personas avec des rôles différents au sein d'équipes professionnelles qui vont déjà nous permettre d'aller identifier des thématiques récurrentes, des problématiques communes, des points de friction à creuser en entretien auprès de vrais gens, auprès de vraies personnes. On va également pouvoir s'aider des IA génératives de texte pour analyser les avis clients, donc que ce soit ceux que vous avez reçus en interne, en direct, ou via des plateformes type Trustpilot. Les avis que vous avez reçus sur Mon Beau Vélo, mais aussi, pourquoi pas, ceux reçus par les concurrents. Voilà, d'aller identifier les marques des concurrents pour aller analyser les avis reçus et aller identifier les problématiques, les frustrations récurrentes rencontrées par les clients. Ça peut être inspirant quand on prépare une enquête sur le terrain. Autre outil intéressant pour cette préparation de l'enquête sur le terrain, j'ai trouvé l'outil Caractère AI qui permet de créer un personnage fictif avec lequel on va pouvoir discuter. Donc on peut imaginer réaliser un persona, puis l'utiliser pour paramétrer ce personnage fictif et discuter avec lui en mode entraînement ou en mode exploration pour aller peut-être découvrir des pistes de réponse ou de thématiques qu'on n'avait pas abordées. Et je vous propose de faire une petite démo en live de cet outil. Donc voilà, nous sommes sur la page d'accueil de mon compte caractère.ai. Donc vous voyez qu'avant le webinaire, j'ai créé plusieurs personas. Et ce matin, voilà, je vous propose de discuter avec Didier, donc, qui était directeur sportif de sa team. Donc je l'ai créé en amont, mais je vais vous montrer l'interface qui permet de paramétrer le personnage de Didier. Donc on va pouvoir indiquer bien sûr son prénom, j'aurais pu ajouter une photo, un petit message d'accroche, une description de voilà, comment est-ce que votre personnage se décrirait s'il avait à se présenter. On va également pouvoir paramétrer la salutation, voilà, comment est-ce qu'il ouvre la conversation quand vous arrivez dessus. Et puis, voilà, donc quelques petits paramètres dont on ne s'intéresse pas. Puis ensuite, il y a la partie définition, où là, j'ai pu rentrer les différentes informations, soit que j'aurais collectées sur le terrain, ou que j'aurais complétées dans mes personas. Mais là, pour le coup, c'est ce que ChatGPT m'a fourni, avec les traits de caractère, la façon, voilà, quelles sont ses problématiques, comment est-ce qu'il interagit avec les gens. J'aurais pu aussi m'amuser, mettre l'éthique de langage, comment il a l'habitude de parler, etc., etc. Et donc là, vous voyez, j'ai utilisé 2000 caractères, mais j'aurais pu aller jusqu'à 32 000 caractères. Donc, n'hésitez pas à être prolixe à ce moment-là pour vraiment détailler votre persona. Donc là, si je reviens sur la conversation avec Didier, donc vous voyez, ça se présente comme un chat classique où vous allez pouvoir poser vos questions à l'écrit. Donc voilà, je me présente à lui, là, et je vais lui dire, voilà, c'est quoi l'objectif du rendez-vous? Je lui demande si ça lui convient. Et donc, il a l'air assez sympathique, Didier, puisqu'il est OK et il me propose de poser mes questions. Et donc, la première question que je vais lui poser, je vais lui demander de me présenter son activité, voilà, son activité professionnelle. Et donc, vous voyez, à l'écrit, rapidement, il va me répondre. Donc là, je possède une team qui participe à des compétitions, etc. Il explique aussi, voilà, c'est quoi ses missions. Donc, lui, il va négocier les partenariats. Et donc là, vous voyez, il y a un petit bouton il y a marqué « Appeler Didier ». Donc en fait, avec caractère.ai, on peut aussi discuter à l'oral avec les personas. Alors pour le coup, pour l'instant, ce n'est disponible qu'en langue anglaise. Donc voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, ça peut être compliqué. On va du coup rester de manière qui peut être un peu moins naturelle de le faire à l'écrit. Mais voilà, il est possible que très prochainement, ce soit disponible en langue française. Donc on va pouvoir continuer la discussion avec Didier à l'écrit. Par exemple, voilà, je lui demande qu'est-ce qui l'a amené à cette situation professionnelle, quel a été son parcours. Et donc là, ça me permet de découvrir que lui, en fait, c'est un passionné du cyclisme au début et qu'il a lui-même été compétiteur, et puis que petit à petit, il a eu l'opportunité de devenir pro, et puis de rester dans le monde du cyclisme, etc., etc. Donc en discutant avec lui, on va pouvoir en apprendre plus, ses habitudes, ses sources de motivation, etc., etc. Et puis petit à petit, au fil de la discussion, on va pouvoir aller entrer dans des sujets un petit peu plus qui nous intéressent un peu plus, comme voilà, quelles sont vos principales sources
d'insatisfaction par rapport à vos fournisseurs de matériel. Et donc là, Didier nous apprend que c'est le manque de fiabilité dans la livraison des matériels. Il explique que lui, il a vraiment besoin que tout arrive à l'heure parce qu'une livraison tardive peut affecter négativement les performances des coureurs. Donc là, j'ai envie de lui poser une autre question. Est-ce que vous pouvez nous raconter la dernière fois que vous avez eu un souci de livraison avec un fournisseur pour détailler un petit peu plus qu'est-ce qu'il entend par ça. Et donc là, Didier nous raconte que la dernière fois, c'était un souci de livraison pour une préparation à un grand tour. Ils avaient commandé des pneus spécifiques à une étape de montagne difficile et ils ne sont pas arrivés en temps et en heure. Et donc ça a été un travail passionnant mais compliqué du coup pour gérer cette situation stressante. Donc vous voyez, on arrive à simuler un entretien, soit pour s'entraîner, donc s'entraîner à obtenir l'information qu'on cherche avant d'aller sur le terrain, ou alors pour aller explorer, identifier des sujets d'intérêt que l'on n'aurait pas encore identifiés. Donc ça pourrait durer des heures, mais on va laisser Didier tranquille pour l'instant et revenir à la suite du webinaire. Rapidement, avant de passer à la seconde étape du design thinking, un petit panorama d'autres outils que je n'ai pas eu l'occasion de tester personnellement, mais qui peuvent aider à cette étape de l'empathie. Je ne vous les commande pas, vous pourrez aller les parcourir vous-même ensuite si ça vous intéresse. Une fois cette étape d'enquête terrain réalisée, on va passer à la seconde étape, celle de la définition du problème. Ici, l'objectif va être de définir le ou les besoins insatisfaits de votre cible de clientèle. Et vous allez avoir plusieurs choses à formaliser à cette étape. D'abord, le cadre du problème. Quel type d'utilisateur, avec quelles aspirations, besoins et attentes. En somme, l'analyse de votre enquête sur le terrain. Ensuite, une documentation sur laquelle vous pourrez vous référer dans la suite de la démarche, que vous pourrez utiliser pour argumenter vos choix avec par exemple des chiffres, des études intéressantes, un état des lieux des solutions existantes sur le marché, des domaines d'inspiration, et également un référentiel d'évaluation des idées, des critères d'évaluation que vous pourrez utiliser pour choisir quel projet mener, quelle solution mettre en place dans la suite de la démarche. Et bien sûr, le problème en lui-même, le challenge que vous avez à relever. Et habituellement, en design thinking, ce challenge, il est formulé sous la forme d'une question qui commence par « Comment pourrions-nous » donc qui invite tout de suite à trouver une solution à un problème. Et il y a quelques règles et principes qu'il vaut mieux suivre quand on écrit ce challenge. D'abord, c'est que ce challenge, il doit être conçu pour l'usager et donc définir un groupe d'utilisateurs précis. Ensuite, ce challenge, il doit être assez large pour permettre de trouver des domaines inattendus, mais suffisamment limité pour garder le sujet gérable. Donc, il faut trouver un équilibre. De préférence, il vaut mieux qu'il commence par un verbe actif, donc ça donne une notion de défi, d'objectif à atteindre. Et enfin, ce doit être un problème à résoudre, une opportunité à explorer. Et donc revenons à mon beau vélo. Pour cette étape, il y a également différentes actions qui peuvent être menées. On peut imaginer réaliser des ateliers en interne pour partager et formaliser les apprentissages de l'enquête. Pourquoi pas compléter des cartes d'empathie pour synthétiser les besoins et problèmes identifiés sur le terrain. Et enfin, formuler plusieurs problèmes possibles, plusieurs challenges lors d'un atelier en intelligence collective pour croiser les idées, croiser les possibilités avec les collègues, avec les partenaires. On peut imaginer aussi avoir des usagers à cette étape de présent à l'atelier. Et donc, premier outil d'IA que je peux vous conseiller pour cette étape, c'est NotebookLM. C'est un outil qui est développé par Google, qui est spécialisé dans la lecture et l'analyse de fichiers PDF, avec la particularité que l'on peut télécharger plusieurs fichiers PDF dans une même conversation et que indistinctement, l'outil va aller chercher dans tous les PDF que vous avez. Je vous propose de vous montrer ça avec la seconde démonstration de ce webinaire. Je me rends sur NotebookLM et donc j'y ai téléchargé les 16 comptes rendus qui ont été rédigés par mon beau vélo auprès de la cible des équipes professionnelles. Alors sachant que pendant l'enquête, ils ont choisi d'élargir un peu cette cible aux clubs sportifs et aux structures qui doivent gérer un parc de vélos pour les loisirs ou la compétition. Donc là, je vais pouvoir entrer dans cette conversation. Donc là, vous voyez à gauche, on a les 16 comptes rendus d'entretien au format PDF que j'ai téléchargé. Donc c'est les comptes rendus qui ont été rédigés à la suite de chaque entretien.
Et ici, automatiquement, Notebook m'a donné une petite voilà, une présentation de ce qu'il comprend de ces documents. Donc, avant même de lui poser une question, ça nous permet de poser le contexte, un peu d'avoir une rapide, très légère synthèse des documents. Et donc, je vais pouvoir aller, comme tout à l'heure avec Caractère ou avec ChatGPT, lui poser des questions dans le chat. Et donc là, voilà, je vais lui demander quels sont les principaux apprentissages à retenir de ces interviews, sachant que je travaille pour l'entreprise Mon Beau Vélo, etc., etc. Donc là, je détaille le contexte pour qu'il sache au prisme de quoi analyser ces entretiens. Et donc, il va analyser le contenu. Donc, des fois, ça peut prendre un petit peu de temps, notamment si vous avez beaucoup de fichiers PDF et que ce sont des gros fichiers PDF qui sont téléchargés. Donc voilà, il faut attendre un petit peu sa réponse. Donc là, peut-être en attendant qu'il réponde. Ah non, c'est bon, voilà, hop, il a répondu. Donc là, on voit, voilà, donc il redonne les éléments de contexte comme quoi il les a bien compris. Puis ensuite, il va aller définir, enfin en tout cas nous dire c'est quoi les principaux apprentissages. Donc le premier, c'est priorité absolue à la réactivité, un service après-vente et à la logistique. Donc c'est pertinent avec ce que Didier nous a dit tout à l'heure sur la livraison. Il nous parle également des exigences sur les caractères des produits, donc la robustesse, etc. L'importance du Made in France pour ces acteurs-là, des contraintes budgétaires et des nécessités de justification à chaque fois de chaque dépense. Également des attentes en matière de relations et de partenariat. Et voilà, les interviewés nous ont partagé des idées et des besoins émergents qui pourraient être intéressants pour Mon Beau Vélo. Donc là, vous voyez, on a une synthèse assez large, enfin, mais quand même intéressante, des apprentissages que l'on a pu faire en tout cas que l'on peut retrouver dans ces entretiens. Et là, vous voyez, à chaque chose qu'il dit, il met des petites bulles avec des numéros. Et quand on les survole, on peut voir un peu les citations. Donc c'est ce qu'il a trouvé dans les documents qui lui permet d'écrire ça. Et si on clique sur la petite bulle, il va nous afficher une visualisation du document où on voit précisément ce qui a été écrit dans le compte-rendu. Donc là, on voit, c'est dans le compte-rendu de l'interview numéro 1. Il est allé chercher cette mention-là en particulier. Donc ça nous permet de vérifier, peut-être d'aller se dire, d'aller trouver quels ont été les mots qui étaient vraiment écrits dans ce document pour aller plus loin. Donc là maintenant, je lui propose de lui demander quels sont les irritants surprenants qui ont été exprimés par les personnes rencontrées. Et donc, je vais lui demander de les formuler sous la forme d'une liste à puces. Et si c'est pertinent, de les classer par profil de personnes interviewées, comme il y a plusieurs profils. En attendant qu'il réponde, là je vous présente une petite fonctionnalité qu'on peut faire, c'est qu'il est capable de créer une carte mentale en fonction des documents que vous avez téléchargés. Donc là on voit qu'il a créé sa carte mentale avec des profils différents de personnes, et pour chaque profil on voit quelles sont les interviews qui étaient donc là ici dans la cible des clubs cyclistes. Et par exemple, on voit que Louis, voilà, si on clique sur Louis, on voit les informations importantes que Notebook a trouvées dans l'interview. Donc ça permet d'avoir un panorama global sur les informations que l'on peut trouver dans les entretiens. Ça peut aider à naviguer dans les entretiens. Pour continuer cette étape de définition du problème, on va également pouvoir utiliser des IA génératives de texte pour, par exemple, compléter des cartes d'empathie ou challenger celles que l'on a déjà complétées. On va également pouvoir faire de même avec les problèmes, les questions en comment pourrions-nous qu'on aurait déjà réalisé. Donc utiliser les IA génératives pour les reformuler, pour les challenger, peut-être pour aller faire identifier des sujets qu'on n'a pas vus nous avec nos yeux humains. Et donc je vous propose de vous montrer ce que moi j'ai fait sur cette partie formulation, reformulation de challenge. Donc cette fois, je suis retournée sur ChatGPT et je lui ai partagé à la fois une synthèse d'apprentissage de l'enquête terrain que NotebookLM m'a aidé à réaliser, ainsi qu'une carte d'empathie que j'ai également complétée à l'aide de Notebook. Et donc voici le prompt que je lui ai partagé. Donc vous voyez que j'ai bien détaillé ma demande et ça me permet de vous faire un petit rappel sur le format du prompt.
Donc je lui ai d'abord indiqué son rôle, donc son rôle en tant qu'expert en design thinking et qu'il doit m'aider à définir mon problème. Je lui ai également donné des informations sur le contexte, donc sur mon beau vélo, et puis je lui ai décrit les pièces jointes que je lui ai données. Je lui ai indiqué sa tâche, voilà, rédiger les challenges en comment pourrions-nous. Et puis je lui ai partagé le format souhaité. Donc là, vous voyez, c'est les principes, les conseils que je vous ai donnés tout à l'heure sur le format de la question. Et donc, grâce à ce prompt, il m'a proposé plusieurs challenges, une dizaine en tout, qui ressemblaient à ce que je voulais grâce au fait que mon prompt soit bien détaillé. Donc, comme toujours avec les IA génératives, je ne me contente jamais de la première réponse. Je vais pouvoir lui demander de creuser, de reformuler, d'aller plus loin. Par exemple, ici, je vais lui demander d'aller reformuler une des questions qui ne me satisfait pas telle qu'elle est écrite. Et donc là, je vais lui demander des formulations qui invitent, qui incitent à sortir du cadre. Et donc, il m'en propose de nouvelles, il me les retravaille. Et donc, petit à petit, je vais pouvoir avoir de nouvelles idées de challenge ou confronter celles que j'ai déjà eues, lui faire reformuler des challenges en particulier. Donc dans tous les cas, là on voit que l'IA est un outil en appui de l'œil humain, de l'expérience que l'on a de notre secteur d'activité, des apprentissages qu'on a fait sur le terrain. Et c'est aussi un travail qui gagne à être fait en collectif, donc à la fois les membres de votre équipe, mais aussi l'IA comme un collègue supplémentaire. Et donc c'est justement ce qu'a fait mon beau vélo et l'équipe a choisi de travailler sur ce challenge qui est le challenge comment pourrions-nous transformer la proximité territoriale en une expérience unique qui fidélise les équipes professionnelles au-delà du produit. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Et il s'agit de l'étape de l'idéation. L'objectif de cette étape va être de générer un maximum d'idées de solutions permettant de répondre au challenge défini. Et pour cette étape, mon beau vélo a décidé de d'abord faire une analyse de la concurrence pour regarder ce qui se fait dans le secteur, positionner la marque Mon Beau Vélo dans le paysage concurrentiel et identifier les pistes de différenciation. Ensuite, elle a décidé de de ne pas se contenter de son secteur d'activité, de faire un petit peu comme mon chat qui passe son temps à regarder par la fenêtre, de regarder qu'est-ce qui se passe ailleurs, quelles sont les grandes tendances, quelles sont, enfin un peu une veille inspirationnelle de ce qui se passe sur les autres secteurs d'activité pour voir un peu est-ce qu'il y en a qui rencontrent des problèmes similaires et donc du coup quelles solutions ils ont pu mettre en place pour répondre à ces problématiques similaires. Et enfin, pour impliquer les usagers et parties prenantes de l'entreprise, Mon Beau Vélo va organiser des ateliers d'idéation, des séances de créativité en intelligence collective pour imaginer des pistes de solutions ou d'actions qui répondent au challenge. Et donc, si on regarde maintenant les outils d'IA qui peuvent nous aider sur la partie veille, d'abord, il y a Perplexity, une IA générative de texte qui est très performante pour la veille, ou NotebookLM pour lire de gros documents que vous pourriez identifier pendant votre veille. Alors, je vais volontairement pas aller plus loin sur cette thématique car l'un de nos précédents webinaires animés par Sandrine traite déjà très bien ce sujet. Je vous mets le lien ici, vous pourrez aller le visionner si vous voulez creuser cette thématique de la veille. Ensuite, le retour des IA génératives de texte qui peuvent aussi nous aider, par exemple en les utilisant comme coach stratégique pour compléter des outils comme le SWOT ou réaliser une analyse océan bleu de l'entreprise. Mais vous pouvez aussi également utiliser les IA génératives de texte sur la partie atelier d'idéation pour aller booster les idées que vous avez déjà eues, les faire reformuler, explorer de nouvelles pistes, des pistes sur lesquelles vous ne seriez pas encore allé. Et donc, je vais vous proposer une nouvelle démonstration, cette fois sur Perplexity, car je vais combiner veille inspirationnelle et idéation dans cette démo-là. Donc là, vous voyez, je me rends sur Perplexity. Et donc, je vais de nouveau lui apporter des informations dans mon prompt. Donc, de nouveau, un prompt que j'ai rédigé en amont où je vais pouvoir lui remettre toutes les informations de contexte, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure sur ChatGPT. Et donc, cette fois, ce que je vais faire, c'est que je vais lui partager ma question, donc mon comment pourrions-nous, mon challenge, le challenge que je lui pose.
Et je vais lui demander dans un premier temps de me lister des secteurs d'activité qui rencontrent des problématiques similaires à celui-là. Et donc, il faudrait que ce soit des problématiques transférables, comparables, auprès desquelles donc, je pourrais m'inspirer pour démarrer l'étape de l'idéation. Et je vais lui demander de décrire le problème et en quoi il est transposable au mien. Et donc là, ce que je fais dans ce prompt, c'est que c'est un prompt en 2 parties. Je lui dis, dans un second temps, pour chaque secteur que tu auras listé, identifie des initiatives intéressantes, des exemples de choses qui ont été mises en place pour résoudre la problématique. Et donc là, on voit que Perplexity commence sa recherche. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les étapes par où il passe, les lieux où il va regarder ça. Et puis, il va partir à rédiger sa réponse. Donc là, on voit qu'il nous propose plusieurs secteurs d'activité confrontés à des problématiques similaires. Donc on a l'industrie du sport professionnel, donc hors cyclisme, l'automobile haut de gamme et le secteur de la compétition, les technologies médicales de pointe avec par exemple l'appareillage sur mesure. Et donc on voit qu'il va aller détailler à chaque fois le problème et puis la façon dont on pourrait le transposer à notre problématique, nous, chez Mon Beau Vélo. Donc voilà, il continue avec d'autres secteurs d'activité. Donc là, par exemple, sur la partie technologie de pointe, c'est que voilà, il faut fidéliser les hôpitaux et les cliniques en misant sur la proximité. Et donc, ce qui est transposable, c'est cette relation de confiance et l'ancrage territorial qui sont essentiels dans une relation avec les hôpitaux, etc., etc. Et puis à la fin, il nous présente un petit tableau avec des initiatives inspirantes par secteur. Voilà, par exemple, là, voilà, dans le sport professionnel avec Adidas et un programme de fidélité et de co-création avec les athlètes et les équipes. Voilà, donc il propose des accès à des ateliers exclusifs, des services de personnalisation, des événements locaux et l'implication dans le développement du produit. Donc là, il met le site internet, mais surtout, vous voyez, là, il va mettre des petites bulles qui sont des liens vers des liens qu'il a trouvés qui permettent de compléter, enfin en tout cas de vérifier ce qu'il vous a dit. Donc là, on voit qu'on est sur un article de blog qui propose 7 programmes de fidélité. Donc, je vais chercher la mention d'Adidas. Et on dirait qu'il n'y a pas Adidas ici dans l'article. Donc ça me permet de vous dire que voilà, il faut toujours vérifier ce que dit une IA. Donc là, peut-être qu'il y avait une mention d'Adidas ailleurs, mais je ne la vois pas. Par contre, donc ok, c'est pas Adidas, mais là, vous voyez qu'il y a quand même Nike, donc c'est pas très loin. On voit que Nike a développé plusieurs applications au service de la fidélisation. Et donc, on voit que dans l'article, on décrit un peu ces différentes applications. Donc, même si c'est pas Adidas, on a quand même une information sur Nike. Et puis, on a aussi les autres exemples des autres marques qui sont présentées dans l'article. Donc, ça peut nous aider dans notre veille inspirationnelle de ce qu'on peut faire. Une fois qu'on a fait ça, on va dire que je suis d'accord avec la liste, mais en vrai, si je suis pas d'accord, je peux compléter, je peux ajouter des choses, je peux lui faire retravailler. Mais on va dire que je suis d'accord avec ça, et donc maintenant, je vais lui proposer un autre prompt qui est celui pour générer des idées. Et donc là, je vais lui demander de me proposer des idées concrètes pour mon beau vélo qui vont s'inspirer de ces initiatives, qui vont transposer ces initiatives dans mon domaine spécifique. Et donc là, on voit qu'il me fait une liste d'idées, par exemple, créer un programme de co-développement, développer une plateforme. Donc, il va détailler avec une phrase à la fois les différentes idées que l'on peut imaginer en s'étant inspiré de notre veille. Donc là, c'est pareil, c'est un outil qu'on pourrait utiliser très longtemps, on pourrait faire reformuler, faire explorer des pistes, lui partager des idées qu'on a déjà eues et lui demander d'aller plus loin. Et donc, il y a un autre outil spécifique que j'ai eu l'occasion de tester rapidement qui peut être intéressant en mode collaboratif et qui va vous permettre à la fois de partager vos propres idées, mais aussi d'en générer de nouvelles. Ça va être Ideanote, qui est en fait une plateforme en ligne, une plateforme donc collaborative. Vous allez pouvoir donner accès à plusieurs personnes. Et sur cette plateforme, vous allez pouvoir paramétrer votre entreprise, donc fournir quelques informations qui vont permettre d'entraîner l'IA. Donc voilà, une présentation, la date de création.
Donc vous pouvez même mettre votre site web. Donc là, moi pour le coup, mon beau vélo n'existe pas, donc j'ai pas pu lui mettre de site web. Mais vous pouvez lui donner plein d'infos comme ça et cliquer sur le bouton entraîner l'IA pour qu'il apprenne quelle est votre entreprise, votre secteur d'activité. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir créer votre collecte d'idées. Donc là, vous voyez que j'ai renseigné le challenge sur lequel on travaille. Et puis, j'ai rédigé un texte descriptif qui reprend les enjeux qu'on avait identifiés sur le terrain pendant l'enquête, qui nous ont amenés à la formulation de ce challenge. Donc, un peu toutes les informations qui ont mené et qui permettent de comprendre quel est ce challenge. Et on va pouvoir ensuite accéder à l'ensemble des idées qui ont déjà été proposées par des collègues sur un mur d'idées. Et pour chaque idée, on voit qui l'a proposée. Donc là, c'est beaucoup moi qui l'a proposé, mais on pourrait imaginer avoir les têtes des différents collègues. On va pouvoir aller commenter, enrichir ou liker les idées proposées pour leur proposer peut-être d'aller les améliorer, proposer des idées complémentaires. Et bien sûr, avec le petit bouton ajouter une idée en haut à droite, vous allez pouvoir proposer vos propres idées. Donc soit une idée que vous venez d'avoir ou qui a été proposée pendant une séance de créativité, donc vous allez pouvoir l'écrire ici dans la case description. Mais il y a également le bouton remplissage automatique. Vous allez pouvoir confier à l'IA d'Idéanote le soin de compléter elle-même une nouvelle idée. Et donc, chaque idée générée comme ça par Idéanote, vous allez pouvoir quand même vous-même la modifier, la compléter si jamais il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Et puis, une fois qu'elle est écrite, réécrite, l'IA va aussi vous donner quelles sont les idées similaires qui sont déjà présentes dans le mur. Donc, ça peut permettre de voir si, est-ce qu'il y a déjà beaucoup d'idées sur ce sujet-là, comment est-ce que je peux la différencier. Donc là, vous allez pouvoir continuer à travailler sur cette idée. Donc sur la plateforme, il y a également d'autres fonctionnalités qui vont vous permettre d'analyser les mots-clés qui ressortent le plus, les idées les plus plébiscitées pour vous aider à faire des choix, à prioriser sur cette partie idéation. Donc voilà pour les outils d'IA que je voulais vous proposer sur cette partie d'idéation. Je vais à présent vous proposer un petit point d'étape sur la méthode là à mi-parcours. Le design thinking, ou approche centrée usage, c'est une approche de l'innovation qui met l'usager au cœur des réflexions. Et cette méthode, on peut la présenter sous la forme d'un process en double diamant que je vais vous montrer à présent. Il y a d'abord une phase d'ouverture qui est celle de l'empathie, où l'on va chercher à explorer les besoins de ces cibles de clientèle. On va chercher à apprendre un maximum de choses sur ces comportements, ces irritants, ces pratiques. Puis il y a une phase de fermeture. En partant de tous les apprentissages de la phase d'empathie, on va prioriser et formaliser un challenge à relever pour la suite de la démarche. Et donc avec ces deux premières phases, on a le premier diamant du process en double diamant, donc une ouverture puis une fermeture. Et petite chose qu'il ne faut pas oublier, je vous le disais tout à l'heure en introduction de la méthode, le design thinking n'est pas un process linéaire. On peut imaginer avoir besoin de plusieurs itérations avant d'aboutir à un challenge satisfaisant. Et donc on peut imaginer avoir besoin de faire un retour sur le terrain pour creuser quelque chose que l'on n'avait pas envisagé au démarrage. On peut avoir besoin de retravailler sur la formulation du challenge en lui-même parce que ça ne nous convient pas. Ensuite va arriver une seconde phase d'ouverture, c'est celle que l'on vient de parcourir avec l'idéation, où de nouveau on va chercher à explorer un maximum de pistes de solutions ou d'actions qui vont permettre de répondre à notre challenge. Dans une démarche créative, la seule mauvaise idée, c'est celle qu'on n'ose pas poser sur la table. Donc il faut vraiment ouvrir au maximum, proposer toutes les idées qui nous passent par la tête pour ouvrir au maximum. Et enfin, seconde phase de fermeture et dernière phase de ce process en double diamant, avec les étapes du prototypage et de test réalisés auprès des usagers, qui va nous amener petit à petit à aboutir à la solution à mettre en place. Cette étape, elle va avoir pour objectif d'explorer les différentes options proposées par les idées de solutions, de confronter l'idée que vous avez, le projet avec l'utilisateur pour affiner votre concept et de valider l'intérêt des concepts que vous avez imaginés en phase d'idéation sur le terrain auprès de vraies personnes. Et donc ici, ce qui va être important, c'est d'adopter la posture du test and learn, où l'on va apprendre en faisant, où l'on doit accepter l'erreur comme principale source d'apprentissage. L'objectif va être de tester et d'affiner petit à petit que l'idée de solution que l'on a est pertinente et a un intérêt pour nos utilisateurs.
Je ne vais pas pouvoir être aussi détaillée que je le voudrais sur ces étapes, d'une part parce que je dois faire tenir ce webinaire en 1 heure, mais aussi et surtout car c'est un sujet que j'ai déjà traité en long et en large dans un webinaire en juillet dernier. Je vous laisserai le visionner si cela vous intéresse et bien sûr, je serai disponible pour répondre à vos questions si vous en avez sur ce sujet. Donc je ne vais pas pouvoir tout détailler, mais tout de même quelques règles de base pour cette phase de prototypage et de test. D'abord, ce que l'on peut appeler la boucle d'itération. Chaque test va commencer par une étape de construction du test, donc à la fois le scénario du test en lui-même, mais aussi les matériels qui vont être nécessaires à la conduite de ce test. Et donc ce sont ces matériels que l'on va appeler le prototype. Ensuite, on va mener le test et surtout, on va mesurer les résultats. On va noter les observations que l'on fait pendant ce test. Et pour enfin apprendre, formaliser les apprentissages du test avant de pouvoir passer au test suivant, etc., etc. Quelques petits conseils complémentaires pour cette phase de test. D'abord, démarrer vite et avec le moins de coûts possible. L'objectif, c'est d'en apprendre un maximum avec le moins d'euros dépensés. Ensuite, d'accroître petit à petit la fiabilité de la preuve en multipliant les expériences pour une même hypothèse. Quand on a le choix entre 2 expériences, toujours choisir celle qui fournit la preuve la plus solide. On n'a pas de temps à perdre, il faut quand même y aller. Et enfin, réduire l'incertitude au maximum avant de construire quoi que ce soit. En gros, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut tester le plus vite possible et que pendant cette phase, ce n'est pas un seul test qu'il vous faudra mener, mais bien une succession de tests qui petit à petit vont devenir de plus en plus fidèles à la réalité, vont affiner votre concept, vont vous apporter des preuves de plus en plus solides. Et donc, toujours dans ce webinaire Tester son idée d'innovation, j'avais détaillé une bibliothèque de textes qui sont à votre disposition pour mener cette étape. Donc, ce sont des tests qui vont être à sélectionner en fonction du type de solution que vous étudiez et de votre état d'avancement sur le sujet. Donc, on a les prototypes à discuter, les prototypes à interaction, des appels à l'action ou des actions de simulation que vous allez pouvoir mobiliser, combiner en fonction de vos besoins pour pouvoir apprendre et valider l'intérêt de votre projet auprès d'utilisateurs. Et donc, plutôt que de détailler ces différents types de tests, je vais vous proposer un dernier panorama d'outils sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer à cette étape. Et donc, petit code couleur. En bleu, ça va être plutôt les cas d'usage qui sont orientés sur la partie prototypage. Et en vert, ceux sur la partie test. D'abord, les cas d'usage des IA génératives de texte que vous allez pouvoir utiliser pour générer tous les textes dont vous allez avoir besoin ou pour tester différentes versions d'un même texte, des accroches, des slogans, des courriers, des publicités. Et donc d'ailleurs, en parlant de publicité, Meta propose sa fonctionnalité Advantage Plus à base d'IA pour optimiser vos publicités pour Facebook et Instagram. Donc vous pouvez aussi l'utiliser pour travailler ces textes-là. Au-delà de la génération de textes purs et simples, vous pouvez aussi utiliser les IA génératives comme coach pour imaginer des tests, des scénarios de tests pertinents, enrichir vos idées, analyser les résultats d'un test ou encore rédiger vos comptes rendus. Ensuite, toujours dans les IA génératives, on va passer cette fois sur la partie génération d'images, comme idéogramme par exemple, que vous allez pouvoir utiliser pour générer tous les visuels, les supports de communication ou des storyboards à présenter à des usagers en phase de test. Petit focus là sur cette partie visuelle, si vous utilisez Canva, il y a des fonctionnalités de Canva qui utilisent l'IA pour vous aider à créer des visuels et des supports de communication qui pourront ensuite vous permettre de tester une offre potentielle auprès de vos cibles. Toujours sur la partie visuelle, il y a aussi des IA génératives de vidéos. Alors pour l'instant, les outils gratuits ne sont pas encore exceptionnels, mais ça ne saurait tarder. Toujours sur la partie visuelle, il existe, donc on a la partie création de prototypes, mais il y a aussi tous les supports qui peuvent être intéressants pour ces tests, notamment les sites internet et autres interfaces utilisateurs à faire tester. Pour ça, je vous ai mis un petit pool d'outils qui permettent de générer des pages web comme Lovable, les fonctionnalités IA de Figma ou encore l'outil KiloCode.
C'est pas de l'IA, mais il existe de plus en plus d'outils dits no-code qui permettent de créer des objets numériques, même sans compétences en développement, et qui peuvent donc être très utiles en phase de prototypage, où l'on cherche à dépenser le moins d'euros possible tout en apprenant un maximum en s'approchant d'une situation réelle. Donc là, on était plutôt sur la partie création d'outils, de prototypes, donc un peu les supports qui seront utilisés pendant vos tests. On va maintenant pouvoir passer à des outils qui permettent de tester avec par exemple Attention Insight qui utilise l'analyse prédictive pour simuler les comportements des utilisateurs sur un site internet et ainsi identifier des pistes d'amélioration de votre interface. Donc là, on est bien sur une simulation pour faire une prédiction des comportements. Mais il y a aussi d'autres outils qui existent comme Hotjar qui permettent d'analyser les comportements réels des usagers sur un site internet déjà existant. Donc pareil, pour aller identifier les comportements, les pistes d'amélioration. Toujours sur la partie test d'outils numériques, j'ai trouvé l'outil Maze qui permet à la fois de concevoir vos tests utilisateurs et ensuite de collecter et d'en analyser les résultats. Donc là, ça nous permet d'ouvrir sur la partie analyse des feedbacks en général. Il y a l'outil Monkey Learn qui va vous aider à traiter les données collectées pendant vos tests. Donc voilà, toutes les données, les feedbacks que vous allez collecter, vous allez pouvoir les analyser automatiquement avec cet outil. Et puis, on a aussi l'outil Affectiva. Si vous avez filmé vos utilisateurs pendant les tests, ça va permettre d'analyser les vidéos, les émotions, les réactions inconscientes de vos testeurs et de vos testeuses. Alors bien sûr, ce panorama n'est pas exhaustif, mais ça vous permet d'avoir des exemples concrets de ce que l'IA peut vous apporter pour tester vos idées d'innovation. Donc n'hésitez pas à être curieux, à vous renseigner, à tester en fonction du sujet sur lequel vous êtes en train de travailler. Ce webinaire touche à sa fin. Pour aller plus loin ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre rendez-vous pour qu'on en discute. Et surtout, souvenez-vous, innover, c'est comprendre l'usager et ne pas avoir peur de tester. Et l'IA peut vous y aider. Quelques petites infos avec notamment la date de notre prochaine matinée de l'innovation. Nous aurons le plaisir de nous retrouver en septembre pour un atelier autour de l'innovation par et pour les services, avec une méthode simple et pratique pour imaginer soit un nouveau service, soit un service complémentaire à une offre existante. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès aujourd'hui pour pouvoir y participer. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce webinaire. C'était un plaisir de vous retrouver. Je vous souhaite une excellente journée, un très bel été et je vous dis à bientôt à la rentrée pour notre prochaine matinée de l'innovation.